Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une femme ce soir, Géraldine Pilleul, P-I-2-L-E-U-L. On dit comme ça, Géraldine Alors on dit pilleul, Pilleul. Pilleul comme filleul. c'est Un ça. peu pareil. Elle vient d'écrire un livre aux éditions d'Hervy qui s'appelle L'Atlantide, redécouverte d'une civilisation oubliée. On peut dire de vous que vous êtes passionné par l'histoire humaine et les mystères liés à nos origines, que vous Mhm. avez étudié les civilisations anciennes, l'ésotérisme et la mythologie. Vous avez mis combien de temps à écrire ce livre, Géraldine? Hum, j'ai mis à peu près 6 mois. Ah, moi j'aurais cru que c'était plus long. Vous avez une Bon, bonne... j'avais commencé à travailler depuis en amont, mais pour l'écrire proprement dit, il m'a fallu à peu près 6 mois. Le fait de l'écrire, de me relire, de réécrire, de supprimer, d'ajouter, voilà. C'est un travail qui m'a pris à peu près 6 mois, plus après, en fait, j'ai continué de réécrire le texte, même jusqu'à, oui, on va dire, si vraiment on compte tout en tout, oui, à peu près 9 mois. Pour avoir la forme qu'il a aujourd'hui, à peu près 9 mois. Ouais, comme une grossesse. C'est ça. Alors, on va déjà parler d'un savant maudit qui s'appelle Immanuel Velikovsky, qui Mhm. est né en 1895 et mort en 79, et qui a écrit des livres euh, complètement controversés sur... Ouais, Et c'est surtout ce qui est intéressant sur lui, c'est qu'il a parlé de l'amnésie collective. oui. Et j'aimerais qu'on en parle parce que quand on pense Atlantide, c'est comme si à tous ça nous parlait. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'un continent disparu, l'Atlantide, c'est comme si que ça me parlait, c'est-à-dire qu'il y a une amnésie, Oui. mais il suffit de pas grand-chose pour réactiver la flamme. Bah, les continents disparus, oui, c'est vrai que ça parle à beaucoup d'entre nous, parce qu'on a tous plus ou moins conscience qu'il y a eu un passé de l'humanité sur lequel on a relativement assez peu d'informations, puisque réellement, hein, notre histoire, euh, notre mémoire, on va dire historique, elle commence, surtout nous en Occident, elle commence surtout avec les Grecs anciens. Ce qui fait, et encore quand je dis les Grecs anciens, c'est même le redémarrage de la Grèce avec Homère, etc. Ce qui fait que tout ce qui s'est passé avant, c'est quand même relativement assez flou, même s'il y a eu énormément de progrès archéologiques depuis la fin du 19e siècle. Mais ça reste quand même des époques qui sont assez mystérieuses dans le sens où, bon, on imagine certaines choses, on se projette voilà, sur comment les gens vivaient à l'époque, mais finalement, on n'a pas autant d'informations que ça. On fait toujours des découvertes encore aujourd'hui sur toutes ces époques un petit peu anciennes. Et on a conscience qu'il s'est passé quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, ces civilisations ont disparu, qui a eu quelque chose de relativement assez connu, hein, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelait en Grèce notamment les âges sombres, les siècles obscurs, où pendant plusieurs siècles, pendant à peu près 4 ou 500 ans, il s'est passé des choses, on va dire, comment, il y a eu un effondrement civilisationnel. Et la civilisation a redémarré autour de 800, entre 800 et 700 avant Jésus-Christ. Mais tout ce qui s'est passé avant, finalement, bah, c'est quelque chose d'assez flou. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'on a tous ce sentiment qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des civilisations humaines qui ont atteint des niveaux très très intéressants technologiquement parlant. Après, voilà. Euh, mais on sait que ces civilisations ont disparu à un moment donné. Elles ont disparu pour différentes causes d'ailleurs, hein. Il y a eu tout un ensemble de faits qui sont arrivés plus ou moins en même temps, qui ont fait que ces civilisations n'ont pas pu survivre. Euh, et d'où cette fascination aussi du grand public pour tout ce qui est civilisation perdue, continent englouti, etc. Parce qu'il y a eu des catastrophes qui ont fait aussi que ces civilisations ont disparu. Alors, vous parlez beaucoup de la Grèce dans votre livre et d'Athènes en Mm. particulier, qui est la plus vieille capitale d'Europe à notre époque. On peut dire que l'Europe est un peu basée sur ce qui s'est passé à Athènes, la démocratie, tout ça à l'époque. On est tous un peu des Athéniens, on est tous un peu des Grecs. La Grèce, c'est la mère de l'Europe, oui, en quelque sorte. Oui. Et Mm. parler du sujet de l'Atlantide, les connaissances qu'on a, c'est par le livre de Platon et par Oui. Critias. C'est lui qui nous en dit le plus. Il y avait déjà eu
avant que Platon en écrive, enfin, ne rapporte ses récits, parce qu'il ne fait que rapporter des récits qui sont racontés par un autre élève de Socrate, euh, Hérodote avait déjà parlé avant lui des Atlantes. Alors, il ne parlait pas de l'Atlantide, il parlait des Atlantes, mais bon, on peut supposer que c'est plus ou moins la même chose, plus ou moins équivalent. Et il en parlait comme d'un peuple qui vivait à l'extrême ouest du continent africain, donc près d'une montagne qu'il appelait Atlas, d'où le nom d'Atlante. Donc, il y avait déjà cette, comment dire, cette transmission d'un peuple qui se serait appelé les Atlantes et qui habitait donc aux confins occidentales du monde. Pour les Grecs, bien sûr, le confin occidental du monde, hein, c'est le continent, enfin l'équivalent du Maroc actuel en fait, hein. Oui. Alors, en ce qui concerne Platon et le Critias, c'est l'évocation du discours d'un grand-père qui Mhm. revenait d'Égypte. Et vous dites que l'Égypte, elle avait gardé des connaissances antérieures à ce qu'avaient les Grecs à l'époque. Oui, oui, oui. Oui, l'Égypte avait un système d'archives qui était quand même très, très efficace, même si elle avait subi des invasions entre la fin de ce qu'on appelle le Nouvel Empire, donc la fin donc, du Nouvel Empire et la Renaissance saïdite, qui correspond à la période où Solon va visiter l'Égypte. Bon, elle a subi toutes sortes de choses, notamment une invasion et une colonisation assyrienne, puis d'autres chamboulements, qui fait qu'elle avait quand même perdu certaines notions, certaines connaissances, mais la grande majorité avait quand même pu être conservée parce que il y avait énormément d'archives en Égypte, et ne serait-ce que les murs, hein, notamment là, ce qui va nous intéresser, c'est le temple de Médinet Tabou, où on voit clairement sur les murs de ce temple des inscriptions, des dessins qui montrent ce qui s'est passé à l'époque. Et, et je pense que c'est ça qui va être montré à Solon. Comme c'est l'Égypte qui a l'énigme du Sphinx, c'est une énigme. Hein. C'est une énigme, Il oui. faut trouver l'énigme. Oui, oui, c'est ça. C'est une énigme qu'il faut résoudre, Et donc, l'Atlantide. on pourrait penser que les dates ne correspondent absolument pas en ce qui s'est passé. Enfin, les dates ne correspondent pas, mais il y a une histoire de calendrier, hein, de Oui, calendrier qui est, oui. en tout cas, Alors, c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée des travaux d'un autre chercheur qui s'appelle Jürgen Spanut, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui a certainement le premier, hein, émis l'hypothèse que le calendrier qui était utilisé à ce moment-là par les Égyptiens, du moins tel que ça a été rapporté par Solon, puis mis à l'écrit par Platon, parce qu'il y a eu plusieurs intermédiaires en plus, hein, donc il faut aussi prendre ça en compte, n'était certainement pas un calendrier de type solaire. C'est-à-dire qu'on parle de 8000 ans, par exemple, mais c'est sans doute pas 8000 années solaires, mais on était plutôt sur un autre type de cycle, qui était un cycle qui était utilisé depuis la nuit des temps. Le premier calendrier que les humains ont utilisé à une époque où ils ne savaient pas forcément calculer euh, comment dire, les cycles solaires, ils utilisaient le cycle lunaire, donc ils parlaient en lune. Et c'est cette façon de compter le temps qui aurait été utilisée à ce moment-là. Donc au lieu de dire 8000 années solaires, on serait plus sur 8000 cycles lunaires. Environ, ça reste de toute façon approximatif, mais a priori, on serait plus sur une datation de type lunaire. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec cette interprétation. oui, c'est plus facile de voir la lune dans le ciel qui disparaît que le soleil. Oui, c'est beaucoup plus facile à calculer, c'est à la portée de n'importe qui en fait. Ouais, surtout à l'époque. Bah, en Alors, fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les Égyptiens et les Grecs n'avaient pas forcément de calendrier en commun. Et les Égyptiens, dans le cas où ils voulaient parler à des étrangers, parce que les Grecs étaient des étrangers pour eux, de choses qui s'étaient passées longtemps auparavant, euh, ce qu'ils faisaient entre eux, c'est qu'ils utilisaient par exemple le nom de leur pharaon, le nombre d'années qui s'étaient écoulées, par exemple sous le règne de Toutmosis III, en l'an 5, etc. Donc ils se repéraient comme ça. Mais pour les Grecs de l'époque qui ne connaissaient pas euh, comment dire, tous les pharaons, puisque on n'avait pas encore toute la liste des pharaons à ce moment-là, ils ont utilisé un système en fait qui était simple,
qui pouvait être compris par tout le monde. Il n'y avait pas besoin d'avoir des connaissances particulières. Mais après, peut-être que c'est un problème de traduction ou d'interprétation, mais euh, cette histoire de cycle lunaire a été pris à la lettre, au pied de la lettre, c'est-à-dire on a traduit ça comme étant des années solaires. Oui, et en ce qui concerne les écritures, il y en a certaines qui ont disparu. Vous parlez de la Crète, Oui, où là, on a retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça des tablettes avec une écriture inconnue, mais les scribes de l'époque ont tous été engloutis. Ou, je sais pas, il s'est passé des catastrophes. Il n'y a pas que il y a les tremblements de terre, oui, il y a la montée des eaux. On oui, aurait oui. pu avoir des renseignements, mais on ne sait plus lire ces écrits-là. On a retrouvé deux types d'écriture dans la Grèce ancienne. Donc, il y a le linéaire A et le linéaire B. Alors, ceux qui ont retrouvé ça, ils ne se sont pas embêtés avec les noms. Le linéaire B, effectivement, a pu être déchiffré. Et on sait que c'est du grec ancien, mais c'est un alphabet qui n'a strictement rien à voir avec l'alphabet qui sera mis en place par la suite à l'époque de la Grèce classique et qu'on connaît toujours aujourd'hui. C'est un alphabet complètement différent, mais c'est par contre c'est la même langue. Et le linéaire A, qui lui n'a jamais été déchiffré. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que c'était, ni quelle était la langue qui était parlée. Donc, effectivement, ce sont des alphabets qui étaient utilisés à des époques beaucoup plus anciennes et qui ont totalement disparu. C'est-à-dire qu'après ce trou de 400 ans environ dont je vous ai parlé, euh, les Grecs ont réinventé un alphabet complètement différent pour retranscrire leur langage. Oui, ça semble étonnant. C'est comme si on perdait notre français, là. Mhm, c'est ça. Et voilà, on va passer à Capelton, l'océan Atlantique. Est-ce que celui qu'on nomme Atlantique, l'océan Atlantique aujourd'hui, est celui dont parlait Platon à l'époque? Alors sans doute pas, puisque le terme d'océan Atlantique pour désigner cet océan qu'on appelle comme ça aujourd'hui, on s'est mis à désigner cet océan sous le nom d'Atlantique qu'à partir du XVIe siècle. Et autrefois, on l'appelait, il a eu différents noms. Il s'est appelé par exemple mer des tempêtes, mer Océane, voilà, il avait différents noms. Mais le terme océan Atlantique ne date que du XVIe siècle. Donc, a priori, Platon, quand il parle de l'océan ou de la mer Atlantique, puisqu'il utilise beaucoup ce terme aussi de mer Atlantique, a priori, ce n'est pas forcément de cet océan-là dont il parle, mais d'une mer qui avait un rapport avec le titan Atlas, puisque Atlantique est lié au titan Atlas. Donc, on Est-ce va que essayer de savoir où pouvait se trouver ce titan, selon les légendes, pour essayer de voir où se trouvait cette fameuse mer. donc le Titan, c'était le Maroc, c'est ça, l'Atlas? Alors, il y a plusieurs versions de là où se serait trouvé le Titan Atlas. Donc, le Titan Atlas il s'était rebellé contre Zeus et ses frères et sœurs, avec ses propres frères et sœurs à lui. C'est la guerre des titans contre les dieux olympiens, hein. Bon, les titans ont perdu et Atlas a été condamné, entre autres, à porter sur ses épaules la voûte céleste. Et donc, on situait son existence soit du côté euh, effectivement plutôt du côté du Maroc, là où se trouvaient les Hespérides, dont je parle dans mon livre aussi, soit plutôt du côté des Hyperboréens. Et donc les Hyperboréens, on est plus dans le nord. On est plus dans le nord de l'Europe. En tout cas, on se situe dans une zone qui est plutôt occidentale en- et peut-être aussi un peu nordique. Non, c'est Poséidon qui avait plusieurs fils, c'est ça? Euh, Voilà, oui. voilà, c'est ça. Il y a aussi les colonnes d'Hercule qui sont pas loin de là, et donc on peut à Gibraltar. Donc cet endroit-là, c'est la fin de la Méditerranée encore. On arrive dans Oui, l'océan, mais on peut dire que c'est la fin de la Méditerranée. c'est la fin, voilà, c'est la fin de la Méditerranée et après on arrivait dans un endroit qui était donc un endroit un peu inconnu, qui sans doute faisait un peu peur aux gens de l'époque et sur lequel, bon, il y avait sans doute tout un tas de légendes, hein, mais il y avait des peuples en tout cas qui, qui savaient naviguer de la Méditerranée à l'Atlantique. Et ces peuples, j'en parle, hein, notamment on a les Phéniciens qui vont créer des comptoirs au Portugal, par Ouais, exemple. on apprend dans votre livre aussi que Lisbonne est la deuxième plus vieille
capitale Mhm. européenne, hein. Oui, si elle est très très ancienne. Oui, oui. C'est des bons navigateurs, les Portugais aussi, hein. Oui. Ils ont bien navigué. Ah oui, oui, non, mais complètement, hein. Ah oui, non, c'est une ville extrêmement ancienne, tout à fait. Elle s'appelait Alice Ubo dans les temps anciens. Alors, la possibilité d'une île, puisqu'on dit que l'Atlantide, c'est une île, est-ce que ça serait vraiment une île? Parce qu'on pense tous à une île qui a été engloutie. Mhm. Forcément ce qu'il en reste maintenant, enfin, ce qu'on peut en penser maintenant. Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'Atlantide, qui est plus un continent, qui est décrit d'ailleurs comme un continent avec une multitude de peuples. Et il y a, dans le texte, hein, c'est vraiment comme ça qu'on comprend les choses, il y a une île assez particulière qui était une île plutôt royale, une île sacrée, où il y avait notamment un temple dédié à Poséidon et à Clito, qui étaient considérés comme les ancêtres des rois de l'Atlantide. Donc, il y a pu y avoir une île effectivement sacrée et royale qui aurait été en partie ou totalement engloutie à un moment donné. Mais l'Atlantide en soi, donc cette île, je l'appelle Atlantis dans mon texte pour bien la différencier, mais l'Atlantide qui est décrit comme quelque chose de beaucoup plus vaste, comme un continent, euh, là on n'est pas forcément sur une île, mais plutôt sur, sur un territoire continental. Qui serait encore là en partie à notre époque, hein. Ben oui, oui, parce qu'on serait encore dessus en fait. Parce que finalement, le texte de Platon, je l'avais jamais lu, hein, sur Mhm. l'Atlantide. Il est assez long, hein. Il donne beaucoup de détails sur les... Oui, oui, oui. Il donne des Ben, il y a détails, deux livres, hein. Mm. ouais, incroyables. Il donne des détails sur le mystérieux Orichalque, un Ouais, métal qui aurait disparu, qui était le plus précieux que l'or. voilà, c'est ça. Et, il est décrit comme un. Donc, les prêtres égyptiens qui racontent cette histoire à Solon le décrivent comme un métal effectivement très très précieux qui était échangé à l'époque. Donc, on comprend qu'à l'époque où Solon va visiter l'Égypte, ce métal, entre guillemets, n'était plus échangé. Donc les prêtres ne savaient plus ce que c'était. A priori, il n'était plus échangé depuis un certain temps, depuis plusieurs siècles. Et il a été décrit comme un métal, mais il semble que ce n'était pas un métal en réalité, et que ce fameux orichalque serait une résine très très précieuse qu'on trouve en mer du Nord, qui effectivement était échangée en Méditerranée pendant l'âge du bronze où après il y a eu un arrêt total pendant plusieurs siècles, et après l'échange a redémarré, notamment à partir de l'Empire romain, mais un petit peu avant, mais surtout sous l'Empire romain. Et donc cette résine, ce serait de l'ambre, qui effectivement était considéré comme quelque chose de très précieux, qui avait des propriétés, enfin considéré que ça avait des propriétés magiques, etc. Oui, et donc son nom au départ, c'était Électron. Oui, D'où vient le le mot premier nom, oui. Mm. Et moi, ça m'a fait tilt dans ma tête parce que j'avais lu beaucoup de livres sur l'Égypte et il disait qu'à l'époque, il possédait une énergie qu'on a perdue. Alors, est-ce que c'est pas dans cette ambre, finalement, ils arrivaient à faire des choses? Voilà, j'en dis pas plus, mais électron. Peut-être après, l'ambre, quand elle est frottée, peut susciter l'électricité. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces mondes engloutis? Il reste des choses encore là-haut dans l'Europe du Nord. Il y a même un pays où il y a encore des gens qui vivent, où il y a encore 1500 personnes qui vivent. Ah oui, Vous voyez lequel c'est? oui, bah c'est une petite île, un, un archipel qui se situe effectivement en mer du Nord, qui s'appelle Heligoland. Et encore une fois, selon les recherches qui avaient été faites par Jürgen Spanut et des recherches que j'ai reprises et voilà, que j'ai réétudiées, et fait que je suis tombée à peu près sur les mêmes conclusions que lui, c'est-à-dire qu'effectivement, Heligoland serait euh, un vestige de ce qu'a pu être autrefois l'île d'Atlantis. Donc on est sur un vestige, voilà, c'est assez petit Heligoland, hein, mais l'île d'Atlantis était beaucoup plus grande. On a les caractéristiques sur cette île, on a les caractéristiques qui sont décrites par Platon. Elles sont toutes là en fait. C'est-à-dire que cette île coche vraiment toutes les cases qui sont décrites par Platon et que je liste hein, dans mon livre.
Vous n'avez pas eu envie d'aller voir sur place? J'ai pas encore eu l'occasion, mais à l'occasion, oui, j'irai. Il y a aussi Ça- ça doit- le site de Stonehenge qui est disposé de la même façon que Mm. Platon décrit l'Atlantide avec les cirques. Alors effectivement, Stonehenge, quand on regarde la description de l'Atlantique de Platon, Stonehenge est vraiment, enfin, on a l'impression de voir la description du temple de Stonehenge. Hein, c'est plusieurs cercles comme ça, concentriques, qui sont imbriqués les uns dans les autres, avec une allée centrale euh, et, euh, et comment dire, un espace un peu sacré au centre, où il y a d'ailleurs euh, 5 paires de monolithes qui sont comme ça, qui représentent un peu les 5 paires de jumeaux qu'il y a dans le livre de Platon, les jumeaux, les rois jumeaux. Donc on a vraiment une description enfin, qui est assez étonnante et on peut supposer que Stonehenge devait avoir un rapport effectivement avec l'Atlantide, sans forcément avoir été l'île d'Atlantis. Moi, je ne la situe pas là. Mais en tout cas, les Atlantes, enfin, ceux qu'on appelle les Atlantes, en tout cas les habitants de l'Atlantide, étaient répartis un petit peu partout, puisqu'ils avaient a priori colonisé, d'ailleurs c'est ce qui est dit dans le texte de Platon, hein, c'est qu'ils avaient colonisé d'autres îles, d'autres territoires, et même jusqu'en Méditerranée. Oui. Alors, si les peuples de la mer venus du nord étaient bien des populations d'origine occidentale, comme vous venez de le dire, libyennes, tyrénéennes, grecques et nordiques, pour quelles raisons envisagent-elles de conquérir les terres de Méditerranée orientale au tournant du XIIe siècle avant Jésus-Christ? Alors, il s'est passé quelque chose à cette époque qui a touché le monde entier, ou en tout cas une grande partie du monde, qui est assimilé à une catastrophe d'origine cosmique. C'est-à-dire, ça a pu être par exemple un astéroïde ou une pluie d'astéroïdes particulièrement violente qui aurait frappé les populations à ce moment-là, qui sont décrites dans certains textes anciens. On retrouve les traces, par exemple, dans les diplômes d'Égypte, puisque ça correspond au niveau des dates à peu près à cette période. On a aussi des traces, même les Chinois on en parlait, etc. Donc c'est quelque chose, ce dont parlait aussi Velikovski, hein, parce qu'on en parlait en début d'interview. Euh, on est dans cette période où effectivement il y a eu toute une série de catastrophes, non seulement qui sont venues du ciel, mais après il y a eu des impacts au niveau climatique, il y a eu des tremblements de terre, des raz-de-marée qui a pu venir à bout de l'île d'Atlantis. Voilà, toutes sortes des explosions volcaniques, etc., qui ont fait des dérèglements climatiques, qui ont eu un impact sur les récoltes. Voilà, donc après, ça a été un effet boule de neige un enchaînement assez négatif de catastrophes qui ont obligé donc certains peuples, notamment ceux du Nord, à migrer, donc plus au sud, bah, pour tout simplement pouvoir continuer de survivre parce qu'ils n'avaient plus rien. Ils avaient froid aussi, le climat qui avait changé. Oui, le climat avait changé et les récoltes n'étaient plus là. Donc, on parle notamment dans le Ragnarok, qui est le récit mythologique nordique, qui certainement fait aussi référence à cette époque. On parle d'un hiver de 3 ans. Donc, on imagine que bah, les gens ne pouvaient plus rester sur place, ils n'avaient plus de quoi vivre. Donc, ils sont partis en masse dans des régions plus au sud. Et certains ont même décidé d'aller conquérir, ils étaient sans doute un peu trop sûrs d'eux, mais bon, d'aller conquérir l'Égypte. Et dans votre chapitre de Monde au pluriel en collision, vous faites un corollaire entre le livre de l'Exode de la Bible, le Hmm. papyrus d'Ipour-Our. Dit pour, oui. Vous pouvez en dire un peu plus, le papyrus d'Ipour-Our, musée du LED, c'est un papyrus égyptien? Oui, c'est un papyrus égyptien d'un homme donc, qui s'appelait donc Ipour et qui raconte bah, ce qui se passe à son époque. Donc il est complètement affolé parce que c'est un enchaînement de catastrophes et donc il décrit non seulement les catastrophes au niveau voilà ce qu'on a dit hein, climatique et social parce qu'on voit par exemple il parle d'esclaves ou en tout cas euh, de populations socialement dévalorisés qui se soulèvent, qui se rebellent et qui vont même aller voler bah, les Égyptiens. Donc tout ça, ça fait un petit peu référence
aux Hébreux, telle que l'histoire nous a été racontée par la Bible, par exemple, mais vue du côté égyptien. Euh, donc après, on a un enchaînement de catastrophes qui est assez similaire, que ce soit le Nil changé en sang ou des choses comme ça, avec des mots qui sont très très similaires, puisque la façon de s'exprimer, elle n'est pas si différente entre la Bible et puis ce papyrus, puisque ils voient les mêmes choses en fait. Voit le cœur de tous les animaux pleure, les troupeaux gémissent, voit les troupeaux sont abandonnés et il n'y a personne pour les rassembler. Mm. Donc c'est triste aussi, hein. Ah bah oui, ça a été une période terrible, hein, ça. Ça, c'est dans le papyrus Zippur et dans le livre de l'Exode, il y eut une obscurité épaisse sur tout le pays. C'est les 3 jours d'obscurité qu'on a aussi chez nous où il ne faut pas sortir, voir personne, ouvrir la porte à personne. Alors peut-être que cette obscurité était liée aux explosions volcaniques qui ont eu lieu à ce moment-là. Voilà. Il y a- Oui, ou peut-être on que peut toujours les expliquer après, mais en tout cas, il y a des faits qui ont été rapportés par les gens de l'époque, donc par plusieurs sources hein, d'ailleurs, qui concordent et qui montrent qu'il s'est bien passé quelque chose à cette époque. oui, ça peut être une obscurité aussi parce qu'on ne sait plus quoi faire. Ça peut être tellement grave ce qui se passe autour Hmm. qu'il doit y avoir une sorte d'obscurité dans la tête où les gens sont comme sidérés, ils savent plus du Ah, tout. peut-être aussi, oui. Ça a dû être, c'est un livre passionnant. Qu'est-ce que vous attendez Parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont découvert, l'Atlantide, avant vous, hein, que ce soit aux Caraïbes, ailleurs. Il y a eu plein de théories sur cette Tout à origine fait, oui. de Ben, l'Atlantide. en fait, en relisant vraiment attentivement le texte de Platon, euh, je me suis rendu compte que l'Atlantide ne pouvait pas être trop loin géographiquement des lieux qui sont décrits même dans le texte de Platon. C'est-à-dire que Platon dit que les habitants de l'Atlantide avaient conquis donc un certain nombre de territoires, euh, dont des territoires en Afrique et en Europe. Donc, la partie méditerranéenne hein, qui correspond à peu près au Maghreb actuel hein, jusqu'à l'Égypte et la partie méditerranéenne de l'Europe, notamment les îles Tyrrhéniennes, etc. Et puis les côtes, la Bretagne, la Grande-Bretagne, enfin, Voilà, alors ça, Platon n'en parle pas, il parle que de la partie méditerranéenne, mais on peut supposer qu'effectivement, ces îles étaient aussi conquises. Mais en tout cas, il y a un lien voilà, entre l'Afrique et l'Europe. Euh, il y a un indice très intéressant qu'il met dans son texte, c'est qu'à un moment donné, il dit, euh, quand il parle des frères, des fameux frères, les rois de l'Atlantide, hein, qui étaient tous plus ou moins jumeaux, donc il y avait Atlas qui était l'aîné, et il avait un frère jumeau qui s'appelait Gadiros. Et Gadiros, son territoire à lui, se situait à la pointe de l'île. Or, la pointe de l'île, le territoire de Gadiros, c'est ce qu'on appelait la ville de Gadir autrefois, cette région qui s'appelait la Gadirique, et donc c'est la région qui est près de Cadix. C'est la région de Cadix en Espagne. Donc, a priori, si ce qui est appelé la pointe de l'île se situe en fait à la pointe de l'Espagne, c'est qu'on n'est pas sur une île au milieu de l'océan, mais on est bel et bien dans un territoire européen, en fait. est-ce que ce serait une erreur que d'assimiler le continent perdu du Doggerland à la mythique Atlantide? Oui, je pense, parce que le Doggerland, même si, il y a des indices intéressants avec le Doggerland, parce que ça montre, ça on en est sûr, hein, le Doggerland, c'est quelque chose qui a été vraiment très très bien étudié, voilà. Ça montre qu'il y a eu des territoires très importants, parce que c'était quand même assez grand, le Doggerland, qui ont été complètement engloutis sous les eaux à des époques préhistoriques. Euh, donc ça met, comment dire, ça donne un peu plus de crédibilité au récit de l'Atlantide. Pour autant, le Doggerland, ça s'est passé à des époques qui sont tellement éloignées, à une époque où il n'y avait ni écrit, ni organisation vraiment sociétale, qu'on imagine mal les Égyptiens avoir eu connaissance euh, d'un engloutissement qui se situe en plus très 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 loin de leur zone géographique et l'avoir transmise aux Grecs. Voilà. Je pense que les Égyptiens ont parlé de choses qui les ont touchés eux directement à un moment donné, notamment cette fameuse attaque de ce peuple mystérieux qui est venu envahir la Méditerranée orientale. Oui, les peuples de la mer. Mais Voilà. vous connaissez le travail de Oleg de Normandie, non? Oleg Alors, il a lu comme moi effectivement le livre de Jürgen Spanut.
Donc je suis d'accord avec lui hein, sur certaines choses. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Après, bon, après, voilà, il a d'autres théories sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais en tout cas, sur ce travail sur l'Atlantide et, euh, et tout le travail qui a été fait par Jürgen Spanout, c'est vrai que je partage cet avis. Intéressant avec l'Atlantique, c'est que ça va nous amener en fait à découvrir vraiment ce qu'était l'Europe à des âges proto-historiques, et notamment l'âge du bronze, qui est quand même encore assez mal connu, notamment sur toute la partie Europe continentale, même s'il y a un gros travail archéologique qui a été fait voilà, depuis plusieurs décennies. On découvre sans cesse de nouvelles choses sur cette époque. Mais voilà, le grand public connaît très très mal hein, l'âge du bronze européen, à part la Grèce ou voilà. Sinon, c'est quand même quelque chose qui est assez mal connu. Donc l'Atlantide nous permet vraiment d'avoir une idée de, de à quoi pouvait ressembler cette fameuse Europe à des temps très très anciens. Alors l'âge du bronze, c'est le moment où justement il y a eu surtout des armes faites en bronze. Alors est-ce qu'ils ont passé leur temps à se bagarrer en oubliant d'écrire l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas de récit sur cette période-là? Pourquoi on en sait si peu à part ce qu'ils nous ont laissé en bijoux, en vaisselle, en armes? Oh, on a retrouvé pas mal de vestiges archéologiques hein, de l'époque. Euh, Après, il y a eu tout un ensemble de catastrophes qui fait qu'il y a beaucoup de... Les élites, hein, notamment, surtout les élites, se sont enfuies et ont migré euh, en Grèce, au Proche-Orient notamment, ou sur les îles méditerranéennes. Euh, il y avait pas d'écrit, ou alors si je parle un petit peu d'une écriture qui aurait pu exister à l'âge du bronze, mais on a très très, très peu de traces de ça et tout le monde n'est pas encore d'accord. Hein. Voilà, par exemple, l'écriture de Glosel, tout ça, on ne sait pas trop. Ça reste encore assez tabou puisqu'on veut faire venir l'écriture d'Orient toujours. Donc même s'il y a une écriture à cette époque, disons que c'est quelque chose qui n'est pas encore, qui volontairement d'ailleurs n'est pas étudié, puisque Glosel a volontairement été mis sous le tapis. Parlez-nous un peu de Glosel pour ceux qui ne connaissent pas. Glosel, en fait, c'est une découverte qui s'est faite totalement par hasard par un jeune paysan hein, qui labourait son champ et qui a retrouvé des C'est vestiges. Pardon? c'est en France, hein, Glosel. Oui, pardon, oui, oui, c'est en France, oui, oui. C'est à côté de Vichy, à peu près. Euh, et qui a retrouvé donc des vestiges, notamment avec de l'écrit, des écritures très anciennes, voilà, sur des vestiges archéologiques, des poteries, des choses comme ça, et qui étaient totalement inconnus. Donc il y a eu, donc ça c'est dans l'entre-deux-guerres hein, que ça a eu lieu. Il y a eu des experts qui sont venus analyser, etc. Il y avait beaucoup d'enthousiasme au début, et puis quand on s'est rendu compte qu'en fait, sur certains de ces vestiges étaient vraiment extrêmement anciens, voire certains semblaient même remonter à la préhistoire, euh, les experts ont commencé à faire marche arrière et se sont dit stop, c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Voilà, donc ça a été mis sous le boisseau et on n'a plus voulu en entendre parler. Alors, ils sont où toutes ces tablettes et tout, là, en ce moment? Il y a un musée hein, à Glosel qui en répertorie certaines. Ils n'ont pas dit que c'était un canular, quand même. Non, ça pouvait pas être un canular. Vraiment, on imagine mal le petit paysan qui avait 19 ans, qui était illettré, enfin voilà, mettre tout ça en place, enfin c'est ridicule. Non, non, les vestiges sont authentiques. Après, bon ben, ils sont gênants. Ils sont gênants parce qu'ils ne vont pas dans le sens de l'histoire officielle. Si on retrouvait vraiment l'Atlantide, on pourrait, on dit des fois qu'il y a des choses sous la mer, qu'on voit des murs, des choses sous la mer, on pourrait peut-être la localiser. Qu'est-ce que Mhm. ça nous apporterait? Alors déjà, ça nous apporterait beaucoup de connaissances sur notre passé. Ça nous permettrait de savoir comment vivaient nos ancêtres, comment ils étaient organisés entre eux.
je parle beaucoup de l'Europe au temps de l'âge du bronze et je décris vraiment qu'il y avait des liens commerciaux déjà et culturels très très forts entre les peuples. Donc ça nous apporterait beaucoup au niveau historique, ce qui est déjà beaucoup, et culturel, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses, notamment au niveau mythologique, qui remontent à cette époque lointaine. Après, c'est des choses qui ont été transmises notamment via la mythologie grecque ou nordique, mais qui remontent à des époques beaucoup plus anciennes, notamment l'âge du bronze. On gagne toujours à remonter le temps et à mieux connaître le passé. Après, l'Atlantide, je ne le situe pas dans des époques non plus hyper lointaines, genre plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Je la situe vraiment dans l'âge du bronze, mais l'âge du bronze, c'est déjà une époque où il y a énormément de choses à redécouvrir parce qu'on connaît très très mal cet âge-là. Donc on est à l'époque quand même de la Bible, de l'écriture de la Bible et tout ça. Oui, oui, c'est l'époque biblique. Ah bah, c'est l'époque, j'en parle un petit peu aussi dans mon livre, hein, mais je parle aussi de l'époque de Joseph, hein, qui va en Égypte et qui se fait, comment dire, très très bien voir du pharaon, qui devient après un homme très très important en Égypte. Et, je parle un petit peu des hypothèses concernant l'identité qu'aurait pu avoir ce personnage en rapport avec certaines découvertes qui ont été faites. Euh, alors attendez, je ne sais plus le nom. Alors c'est Joseph Davidovich qui a écrit donc l'excellent livre de cette fresque naquit la Bible. Euh, et donc, il raconte notamment toute l'histoire au sujet de Joseph et l'identité de ce fameux Joseph, patriarche de la Bible, et qui aurait été un personnage qui aurait réellement existé à la cour égyptienne. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire d'Atlantide, là, c'est ces réchauffements climatiques, ces montées douces des eaux, ces Mm. cataclysmes. On est encore en train de nous faire peur avec tout ça, hein, en ce moment, en 2023. La Terre, elle bouge encore. En fait, la Terre, elle change assez régulièrement de climat. Il faut savoir que si on étudie le climat sur une longue période, on voit qu'il y a des périodes où il y a des réchauffements ou des refroidissements, et c'est quelque chose d'assez cyclique. On n'y peut pas forcément grand-chose, hein. C'est la Terre qui a son propre rythme. Donc le réchauffement climatique, avec toutes les sanctions qu'on va nous infliger pour protéger la planète, C'est, alors, alors là, si on va parler de ça, moi, je suis pas du tout d'accord. Pour moi, la Terre aurait plutôt tendance à se refroidir et il n'y a qu'à voir la glace, hein, qu'il y a sur le pôle arctique qui est plus dense qu'il y a quelques années. Donc, on est plus sur un refroidissement. on nous dit que ça fond, on nous dit que les pôles fondent. Alors, en fait, ça fondait effectivement il y a encore au XXe siècle, mais depuis une dizaine d'années, ça reprend. C'est-à-dire que là, il y a plus de glace qu'avant. Bon, après qu'il y ait des changements climatiques, oui, parce que ça a toujours existé en réalité, mais après, il y a toute une propagande à ce sujet visant à nous culpabiliser sur laquelle je ne suis pas vraiment d'accord. Moi non plus. L'Atlantide, redécouverte d'une civilisation oubliée aux éditions d'Hervé pour les amoureux d'histoire et de mythologie, mais la mythologie finalement, c'est jamais qu'une partie de la réalité mise en histoire pour enfants. En fait, la mythologie, c'est l'histoire des anciens. C'est-à-dire que les anciens, autrefois, parce qu'en fait, Hérodote, il est considéré comme le père de l'histoire, c'est le premier vrai historien, etc. Mais avant Hérodote, ben, les gens, ils se transmettaient l'histoire via la mythologie. Après, oui, ça prenait des allures un peu de conte pour enfants avec le temps, mais à la base, la mythologie, elle était vraiment là pour décrire des événements qui s'étaient vraiment produits. J'ai vu que vous aviez pas écrit d'autres livres, que c'est le premier. C'est le premier. Alors j'en ai un qui va sortir, un autre qui va sortir à la rentrée sur l'Antiquité européenne, donc plutôt la période d'après celle du premier livre. Euh, voilà, donc j'en ai un qui arrive Eh ben, on se reverra peut-être à ce moment-là. avec plaisir. Merci, Bah, merci à vous. merci beaucoup.